Merci beaucoup Arnaud. Là. Merci à tout le monde pour l'organisation de ce dernier panel de clôture de la vitrine des savoirs. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler de la situation en Alberta et de l'évolution ou de la non-évolution de cette situation-là depuis un an. Pour vous situer, il y a un peu plus d'un an, la campagne Sauvons Saint-Jean a été lancée par la CFA, l'Association canadienne-française de l'Alberta, pour mobiliser les troupes autour du statut extrêmement précaire du campus Saint-Jean, donc campus francophone de l'Université de l'Alberta, qui est un peu comme un îlot gaulois, là, un village gaulois, le campus Saint-Jean. Tout se fait en français au campus, l'administration est francophone, l'enseignement, évidemment, sauf pour les cours d'anglais, se fait en français. Les étudiants sont invités vraiment à parler, à contribuer à la vie communautaire en français dès qu'ils franchissent la porte du campus Saint-Jean. Donc, c'est un milieu dynamique, un milieu diversifié, un milieu pluriel, mais un milieu qui a énormément souffert du manque de financement chronique dans les dernières années, qui l'empêche de subvenir aux besoins de la communauté qui est de plus en plus grande. On parle d'immigrants qui arrivent de l'Afrique, beaucoup, et qui souhaitent s'intégrer en français dans leur communauté d'accueil et faire des études postsecondaires dans une langue qu'ils maîtrisent mieux que l'anglais. On parle aussi des écoles d'immersion qui débordent d'un bout à l'autre du pays. C'est le cas pour l'Alberta, et des élèves de l'immersion qui reconnectent parfois avec leur identité francophone qui a été perdue au fil des années avec l'assimilation et qui souhaitent poursuivre leur trajectoire en français. Donc, tout ça fait en sorte que le campus Saint-Jean a accru ses effectifs dans les dernières années. Or, ça n'a pas été reconnu par le gouvernement qui continue à vouloir subventionner un très petit campus Saint-Jean, là, donc pour environ 500 étudiants, pas beaucoup plus, alors qu'on atteint, on dépasse en fait le millier d'étudiants en ce moment. Donc, problème de financement, mais ce n'est pas seulement le campus Saint-Jean en fait qui souffre depuis des années. Récemment, bon, avec l'arrivée au pouvoir du gouvernement conservateur de Jason Kenney, le paysage universitaire a beaucoup changé et il y a eu une attaque là, de l'ensemble du système universitaire qui est en train de se faire. Le gouvernement a embauché une firme privée, la firme McKinsey, pour se pencher sur la rentabilité du postsecondaire et comment mieux l'arrimer à la logique de marché. Il y a un document qui a été sorti le 29 avril dernier qui s'appelle Building Skills. C'est un peu la stratégie du gouvernement conservateur dans le domaine postsecondaire, qui fait en sorte que l'université n'est plus considérée comme étant un lieu de savoir, un lieu de formation pour la pensée critique, un lieu qu'on peut fréquenter dans le domaine qu'on souhaite, les arts, les langues, les sciences humaines et sociales, mais plutôt un lieu comme étant vu comme une école de métier pour subvenir aux besoins immédiats des entreprises. Et donc, on n'est plus en train de planifier pour le long terme et pour les besoins collectifs en termes de penseurs, en termes de réflexion. On est vraiment dans une logique individuelle de répondre aux besoins du marché et de former des travailleurs qui vont être prêts demain matin à être absorbés par le domaine privé. Et c'est maintenant l'industrie qui dicte quels sont les programmes qui méritent d'être financés parce que, bon, on arrime en fait le financement des programmes à leur rentabilité et c'est aussi l'industrie qui va davantage dicter quelles recherches méritent d'être faites. Et là, on voit les effets pervers que ça peut avoir sur un petit campus francophone déjà fragilisé. Si en plus on vient ajouter cette logique néolibérale de répondre à la demande du marché qui exclut l'importance de programmes comme celui de théâtre qui forment des artistes de l'Ouest qui peuvent aborder dans leurs pièces, dans leur poésie, dans leurs chansons, des thématiques qui sont connectées à la vie de la relève, à la vie des jeunes. Donc, il y a toute cette dimension-là aussi qui est inquiétante et c'est ça, c'est
un problème qui se répand à l'ensemble du milieu universitaire, mais qui a des conséquences directes parce que tout ça vient amoindrir et diminuer l'impact d'un foyer culturel comme le campus Saint-Jean. Évidemment, on a perdu beaucoup d'effectifs de professeurs qui, en raison du climat difficile, ont décidé d'aller ailleurs. Il y a un exode des cerveaux aussi qui commence à se dessiner. Certains étudiants sont fatigués du message qu'on leur envoie et décident d'aller étudier dans d'autres provinces. Il y a aussi le gouvernement fédéral qui a tenté de tendre la main au gouvernement provincial en disant on a de l'argent, on va vous le donner, mais évidemment, on connaît un peu la logique, comment ça fonctionne. Si le gouvernement fédéral met de l'argent sur la table, il faut que la province mette aussi sa part de gâteau. Et dans ce cas-là, la province refuse catégoriquement d'avancer des fonds. Elle a plutôt choisi d'investir cet argent-là dans la lutte juridique contre la CFA qui a décidé d'entamer une procédure contre l'université et le gouvernement dans le cas du campus Saint-Jean. Donc, le gouvernement a décidé d'embaucher une firme d'avocats et de dépenser 1,5 million pour se défendre contre le campus. Donc, beaucoup d'efforts, notamment pour privatiser, repenser le rôle du postsecondaire et d'argent investi là-dedans, d'argent investi aussi auprès de firmes d'avocats, mais aucun argent au campus Saint-Jean. Donc, conséquence, bien, les mesures qu'on avait prises d'urgence l'année passée pour survivre, des mesures qui devaient être temporaires, sont en train de se pérenniser dans le temps. Donc, c'est la perte de cours, c'est la fusion aussi de cours, c'est la réduction des programmes, réduction de l'offre sur le terrain malgré une augmentation des effectifs étudiants. Signe encourageant, par contre, l'association étudiante est en train vraiment d'élaborer une stratégie. Et je pense que là-dedans, la voix des étudiants ne s'était pas fait beaucoup entendre jusqu'à maintenant, mais là, ils sont en train de voir à quel point c'est dommageable pour eux. Et l'AUFSJ, l'Association étudiante du campus Saint-Jean, est en train de vraiment mobiliser les troupes d'un bout à l'autre du pays pour qu'une solution globale, pérenne soit trouvée. Parce qu'on le voit, là, c'est pas juste au campus Saint-Jean puis en Alberta que l'éducation francophone est affectée. On n'a pas tous des bonnes nouvelles comme celle qui a été annoncée récemment du côté de Simon Fraser. Le gouvernement provincial a décidé d'investir 5 millions et d'aller chercher aussi les fonds fédéraux qui étaient sur la table. C'est plutôt le contraire qui se passe, comme on le voit avec ce qui est arrivé à l'Université Laurentienne ou comme on voit avec les difficultés vécues à l'Université de Moncton ou à l'Université de Saint-Boniface. Donc, je crois que c'est le temps d'unir nos forces puis de penser une stratégie globale pour protéger nos programmes, pour faire des programmes attirants, pour répondre à la demande aussi qui est de plus en plus grande. Donc, c'est ce qui conclut mon tour d'horizon de la situation en Alberta en ce moment. Merci beaucoup. Place maintenant à notre deuxième panéliste, donc Michèle. Et bonjour, merci beaucoup Valérie. En fait, il y a plein d'éléments que tu as rapportés qui semblent être miroités en Ontario, peut-être pour des raisons différentes, mais peut-être pas si différentes que ça en fait. Malgré le fait qu'on nous assure que les effectifs sont à la hausse pour les programmes en français, je pense que vous êtes conscient de la réalité qui nous accable depuis le 1er février. Puis l'Université Laurentienne a subi une énorme perte de ses programmes francophones. C'est surtout la francophonie puis les programmes autochtones qui ont été affectés dans les décisions pour lesquelles nous avons aussi un gouvernement et une administration qui a choisi de se protéger contre l'université au lieu d'investir dans son université. Donc, à ce moment-là, quand tu as dit ça, Valérie, ça m'a vraiment fait revivre un petit peu là, les défis qui peuvent être un petit peu qui s'apparentent, si on veut. Donc, dans les programmes en langue française à l'Université Laurentienne, c'est sûr qu'on ne peut pas s'attendre à avoir le même taux d'effectif moyenne que des gens qui étudient en anglais. Mais moi, dans mon cas particulier, je trouve que je passe beaucoup de temps avec les élèves, avec les étudiants, à contrer cet aspect d'insécurité linguistique-là. Donc, ils arrivent dans nos cours, si on est assez chanceux de les avoir dans nos cours, puis ils se sentent pas en mesure de faire la tâche en français, pas en mesure de s'exprimer. Parce que pendant tellement longtemps, on leur a dit qu'ils n'étaient pas à la hauteur. C'est faux, c'est faux. C'est pour ça que j'étudie ce que j'étudie, pour leur démontrer à quel point c'est faux, puis ils sont connaissants, puis on a beaucoup de choses avec lesquelles on peut composer, puis on peut continuer à les former. Ce qui est inquiétant, c'est les jeunes qui choisissent de ne pas étudier en français, justement pour ces raisons-là, alors que vraiment, ils pourraient tout à fait bien se tirer d'affaire dans les programmes de langue française.
Le sous-financement n'aide pas. On a un défi de taille quant à la promotion de nos programmes dans les divers milieux, en particulier à l'international, parce qu'on nous dit qu'on n'a pas commencé vraiment à solliciter les étudiants internationaux, je pense que 10 ans après qu'on le faisait pour les programmes en anglais. Donc, nous, c'est embryonnaire, là. On fait juste commencer à les accueillir, puis on en a quand même, on a un beau taux d'intérêt, on a des participants, des partenariats avec nos communautés algériennes, avec des communautés en Arabie Saoudite, donc, au Moyen-Orient, et j'en passe. Donc, il y a vraiment un manque à gagner à cet endroit-là. Par rapport à la question d'immersion, par exemple, ceux qui étudieraient en immersion française dans les écoles de l'Ontario, il y a vraiment une grande réalité, une grande distinction de la réalité pédagogique entre les écoles d'immersion au sud de l'Ontario versus les écoles d'immersion au nord de l'Ontario. Quand on étudie en immersion au sud de l'Ontario, on a souvent des enfants de fonctionnaires, des gens qui sont engagés, qui se disent « moi, je n'ai pas appris le français, je voudrais que mes enfants soient bilingues ». Donc, c'est vraiment une valorisation différente comparativement à ce qui se passe dans le nord de l'Ontario, où on a des gens qui étudient en immersion parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur en français. Donc, c'est vraiment deux réalités radicalement différentes. Nous, dans nos programmes, on a quand même accueilli des jeunes d'immersion qui se sont vraiment bien débrouillés, quitte à ce qu'ils soient motivés à continuer leurs études en français au niveau post-secondaire. Donc, le paysage universitaire, bien sûr, on est dans un espace gouvernemental, dans un climat où, on a une ministre aux Affaires francophones qui n'avait même pas de message en français sur son répondeur quand on l'a appelé. Donc, ça vous donne un petit peu là, une idée de l'état de la chose. Quand j'entends parler là, du post-secondaire qui devrait être arrimé avec le marché, ça cloche un petit peu parce que ça me dit que l'université, c'est beaucoup plus que ça. Donc, quand on approche une telle philosophie, c'est vraiment qui dit qu'on doit subvenir aux besoins des entreprises, mais non des étudiants. Puis, on ne sait pas encore ce que nos étudiants qui s'inscrivent dans les programmes qu'on dirait moins intéressant, puis je le mets entre guillemets parce que c'est pas vrai que c'est moins intéressant juste parce qu'il y a moins de personnes là-dedans. C'est souvent eux qui vont découvrir des vraies solutions pour l'avenir. Donc, je pense que c'est malheureux que les coupures que nous avons subies l'aient été faites aux endroits où ils ont été faits. Je faisais un parallèle assez important en disant que, si on pense à la musique, on pourrait s'entendre sur le fait que ce n'est pas la majorité de la population qui a maîtrisé l'interprétation musicale là, du violon, ou bien du violoncelle, ou bien de la guitare, ou je ne sais pas quoi. Mais en même temps, la majorité de la population aime se faire divertir par ses talents. Donc, c'est attendu qu'il y aurait moins de gens dans ces cours-là, mais finalement, on n'a pas reconnu la valeur et ils sont partis. L'exode des cerveaux, c'est une réalité à laquelle on fait face, non seulement pour les professionnels ou les professeurs qui ont décidé de quitter, mais parce que dans le nord de l'Ontario, on pourrait avoir soit des étudiants qui n'ont pas le désir d'aller étudier dans une métropole ou les moyens. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir de moins en moins de gens qui décident de poursuivre leurs études postsecondaires dans le nord s'ils ne peuvent pas le faire en français, ou on va avoir des gens qui vont y tenir mordicus, qui vont quitter, mais qui ne reviendront pas. Donc, on craint l'impact économique que ça va avoir dans nos milieux respectifs. Un défi de taille pour nous, c'est vraiment le recrutement de sujets quand on fait la recherche. Puis, ça dépend de partenariats, mais les partenariats dépendent de la confiance qu'ils ont en nous pour mener à terme la recherche. Avec la pandémie, avec la LACC, la loi sur l'arrangement des créanciers, de protection sur des créanciers, nous expose à une vulnérabilité de plus. Donc, oui, nos recherches, ceux qui sont encore là, on a pu poursuivre, mais jusqu'à quel point, on ne le saura pas. Donc, à voir si on va être capable d'aller chercher plus de participation. Puis, je vais clore en disant que je pense qu'il y a une conscientisation qui doit être faite au niveau des 3 conseils, parce que même dans des contextes où on avait réservé de l'argent pour les milieux, les minorités linguistiques, les recherches faites en milieu minoritaire, on a souvent la réponse qui nous dit, bon, ben votre projet est super intéressant, mais il ne touchera pas un nombre suffisant de personnes. Donc, la retombée n'est pas généralisable, par exemple, à la population anglophone, mais ça ne peut jamais être généralisable à la majorité de la population quand on étudie la minorité, mais c'est généralisable
à la majorité de la minorité, qui ne fait pas en sorte que notre sujet d'étude est moins important pour la société. Donc, les bailleurs de fonds, les 3 conseils, souvent vont choisir d'investir ailleurs. Donc, ça, c'est une réalité qu'on a perçue. Puis, grâce au CNFS, grâce à d'autres financements, on y arrive, mais on pourrait y arriver davantage, puis plus rapidement, si on était capable d'avoir au même titre que les autres populations de chercheurs accès à ces fonds-là. Donc, autant qu'au niveau de la réadaptation, on a un manque à gagner, on en a encore aussi à gagner avec les minorités. Donc, c'est comme un double X sur les recherches que nous, on mène en orthophonie. Donc, écoute, je pense avoir fait le tour là, de la situation actuelle à l'Université Laurentienne en français, du moins pour ce qui nous concerne. J'aurais hâte d'entendre ce qui suit dans le panel. Merci Michel. Et place désormais au troisième panéliste de ce premier bloc. Donc, Patrick, c'est à toi. Bonjour à tous. Merci à l'ACFAS pour cette belle invitation. Je vais parler à titre de professeur d'une université au Manitoba, mais aussi à titre de vice-président de la Fédération provinciale des syndicats de professeurs au Manitoba. Donc, quelques mots d'abord sur la situation des universités au Manitoba. Il y a 4 universités au Manitoba. 3 anglophones, 1 francophone. On n'a pas d'université bilingue. L'Université du Manitoba, l'Université de Winnipeg, l'Université de Brandon sont des universités anglophones, où on retrouve cependant des cours en français, où il y a de la recherche en français. Et il y a aussi l'Université de Saint-Boniface, qui est pleinement francophone. Donc, 4 universités publiques. On compte aussi sur d'importantes institutions, je dirais, qui assurent une certaine sociabilité savante. Je parle certainement le CEFCO, le Centre d'études de la francophonie canadienne de l'Ouest. Et il faudrait aussi mentionner l'ACFAS Manitoba, qui joue un rôle très important aussi dans la sociabilité savante francophone. Maintenant, je vais vous parler un peu plus de la situation concrète. Puis pour commencer ça, je vais remonter en fait à l'arrivée au pouvoir du gouvernement Pallister en 2016, qui est un gouvernement conservateur. Et vous allez voir que le reste de ma présentation, c'est une variation sur le même thème que Valérie et que Michel. Première des choses, en l'espace de 5 ans, donc depuis 2016, le financement provincial des universités a diminué de 15 %, ce qui est quand même majeur en l'espace de 5 ans. Mais Pallister, ce n'est pas juste des coupures, ce n'est pas juste des coupures menées au nom de l'austérité, c'est aussi une vision idéologique de l'université, une vision ultra-instrumentaliste de l'université qui considère l'université comme une boîte de diplomation qui sert les besoins de l'industrie. Et je vous donne quelques exemples là, pour appuyer mon propos. D'abord, dès son arrivée au pouvoir, Pallister déplace les universités du ministère de l'Éducation au ministère du Développement économique. Donc ça, c'est quand même c'est symbolique, mais ça en dit très long. Bon, depuis, il a réajusté le tir, mais pendant au moins 4 années, là, les universités étaient rangées dans le ministère du Développement économique. Pendant que les universités étaient rangées sous ce ministère, le gouvernement a créé une agence qui vise à redéfinir les universités en fonction des besoins du marché du travail, qui siègent à cette agence uniquement des personnes issues du milieu des affaires. Donc, ça vous donne une idée de ce que cette agence peut donner comme conseil au ministère. J'avance maintenant au printemps 2020. On est en pleine pandémie. Le gouvernement Pallister décide de demander aux universités, en l'espace d'1 semaine, d'envisager un budget où il y aurait 30 % de moins de leur subvention provinciale. Pallister annonce ça parce qu'il dit que bon, ça va coûter cher aux hôpitaux, donc on doit déplacer l'argent des universités vers les hôpitaux. Et en 1 semaine, les universités devaient présenter un budget viable. Vous imaginez la réaction que ça a suscité. Et heureusement qu'on n'a pas eu là, finalement encaissé ce 30 %, mais il envisageait
sérieusement, une coupe de 30% au moment où les universités fonctionnaient à plein régime, si je peux le dire ainsi. J'arrive au point culminant de ma présentation, et c'est ici aussi que je vais faire des liens avec la situation, disons, de l'Université de Saint-Boniface plus concrètement. Le gouvernement Pallister vient d'adopter la loi 33, une loi qui est une très mauvaise loi. On pourrait en parler longtemps de cette loi, mais je vais me limiter essentiellement à deux mots-clés pour comprendre cette loi, la loi 33. C'est l'autonomie et l'accessibilité. Commençons par l'accessibilité. La loi 33 élimine tout plafond au droit de scolarité. Il existait auparavant des limites à ce que les universités pouvaient faire comme hausse des droits de scolarité. La loi 33 élimine ce plafond. Donc, vous devinez que ça va avoir un impact sur l'accessibilité et particulièrement l'accessibilité pour les francophones aux universités, à l'Université de Saint-Boniface. L'autre mot-clé de cette loi, c'est l'autonomie. Le gouvernement, maintenant, avec cette loi, va pouvoir moduler les droits de scolarité au Manitoba en fonction justement de leur valeur marchande. Ce qui veut dire qu'on pourrait réduire les droits de scolarité à un programme jugé comme étant utile au marché du travail, mais qu'on va augmenter les droits de scolarité pour des programmes dits inutiles au marché du travail. Ça affecte particulièrement l'Université de Saint-Boniface dans la mesure où notre université, vous le savez, elle est au cœur de l'épanouissement de la communauté franco-manitobaine. On a beaucoup de programmes liés aux arts et aux humanités ou aux sciences fondamentales. Donc, on n'a pas de faculté d'ingénierie, par exemple. On a une toute petite école d'administration des affaires. La majorité de nos diplômés sont des diplômés en arts. Et laissez-moi vous dire que les diplômes en arts, aux yeux du ministère, ne valent pas grand-chose. Donc, cette modulation des droits de scolarité rendue possible par la loi 33 risque d'avoir un sérieux impact sur la santé de l'Université de Saint-Boniface, sur l'accessibilité aux études, sur ce que les étudiants pourront recevoir comme programme. Finalement, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on limite le choix des étudiants. Et c'est une atteinte, je dirais, également à l'autonomie des universités, dans la mesure où la loi des universités au Manitoba reconnaît que c'est seulement le Sénat qui peut décider de la programmation d'une université. Sauf que là, si l'université se met à jouer au préféré, c'est-à-dire, ce programme-là, lui, il coûtera moins cher, celui-là va coûter plus cher, bien, ça va avoir un effet. Donc, ils sont en train de jouer dans nos plates-bandes. C'est ce que j'aime dire. Donc, en gros, c'est ça la situation. Depuis un an, elle s'assombrit. Et ce gouvernement-là, conservateur, on l'a encore jusqu'en 2023. Il défend une vision très, très, très utilitariste et instrumentaliste de l'université. Une vision qui affecte l'ensemble des universités, mais qui risque d'avoir un plus grand effet à l'Université de Saint-Boniface.